Bonjour à tous. Oui, on va revenir un petit peu sur l'usine et sur le process. Moi, je vais vous parler un peu de bactéries, hein. Et le titre de la présentation, mythe ou réalité sur l'énergie positive. Avant, je voudrais juste rappeler une ou deux choses. On en a parlé ce matin. Je voudrais juste vous parler de... Alors, attendez, il faut que j'arrive à faire avancer. Voilà. Un petit rappel, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aime bien ce transparent, il vous met un petit peu en exergue une vision un peu globale sur ces problématiques d'empreinte carbone d'une station. Et on voit, en regardant tout le cycle de vie d'une usine aujourd'hui, depuis sa construction, son opération, son exploitation et son démantèlement, que finalement 60% des émissions de son empreinte carbone est liée essentiellement à sa consommation énergétique. Je pense que c'est important de rappeler ce fait, parce que ça met vraiment en exergue les sujets sur lesquels on doit travailler, et c'est ce qui nous a poussé, nous, à essayer de travailler vraiment sur le process. Et si on regarde un petit peu un zoom sur la station, ça a été rappelé ce matin également, si on prend une station type, donc là j'ai pris une usine, un type qui fait de la nitrification, de la dénitrification, même si je sais que, bon, il y en a qui font que le carbone, etc., mais disons que pour généraliser, d'après nos calculs, et on a fait aussi des benchmarks en interne chez Veolia, on a un certain nombre d'exploitations, pas uniquement en France, et bon, là vous voyez le chiffre, on a à peu près 0,65 kW par mètre cube. Je suis désolé de vous donner ces chiffres-là, je sais qu'il y en a qui parlent en DBO, ce matin on a parlé en DBO, il y en a qui parlent en équivalent habitant, mais je dirais peu importe. Ce qui est important ici de retenir, c'est que c'est l'autosuffisance de l'usine. Si on prend une filière type, telle que je l'ai décrite ici, avec de la digestion, on en a parlé ce matin, c'était un moyen d'avoir de l'énergie, de produire du biogaz, etc., etc. Bon, cela étant dit, on en consomme quand même. On en consomme, et dans le meilleur des cas, on arrive à une autosuffisance qui est, je dirais, 45-50%, encore une fois, peu importe. Ce qui est important, c'est d'avoir les ordres de grandeur en tête. On est loin de la station autosuffisante, comme je l'entendrais, à 100% autosuffisante. Ça, c'est clair. Ça, c'est, voilà. Et une fois qu'on a dit ça, en fait, on refait un zoom. Et là, encore une fois, on retrouve... je suis désolé, on en a un peu évoqué là ce matin, mais c'est pas grave, ça montre qu'on est tous à peu près sur les mêmes ordres de grandeur. Si on découpe dans l'usine les différents postes, on s'aperçoit de la même manière que c'est quand même l'aération, qui est un facteur important de consommation d'énergie. Alors là, on trouve à 62%. Encore une fois, c'est dans mon exemple, il y a de la nitrification, c'est pas uniquement l'élimination du carbone. C'est important puisque bon, ça peut expliquer certains écarts qu'on pourrait avoir d'une usine à l'autre. Toute la difficulté, je le comprends de l'exposé qu'on a eu ce matin, de faire du vrai benchmark, parce que bon, entre les usines qui sont surdimensionnées, celles qui n'ont pas tout à fait les mêmes types de traitements, etc., c'est relativement compliqué d'arriver à un vrai benchmark. C'est pour ça qu'on va rester sur des ordres de grandeur. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, nous, bon, on essaie de développer des nouveaux procédés qui nous permettent de réduire cette consommation d'énergie, et en particulier la partie, je dirais, aération. Et c'est là que je voudrais vous parler de ce sujet. Ça concerne les bactéries Anamox. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces bactéries Anamox. Elles sont très intéressantes. C'est plutôt récent dans notre milieu, et je dirais que même d'une manière générale, chez les biologistes, c'est une bactérie qu'on a dû découvrir il y a 25 ans. On a découvert ça, vous allez sur Wikipédia, il y a tout ce qu'il faut. Ils ont découvert ces bactéries à la surface des océans, et c'est en faisant des études sur le cycle de l'azote que voilà, ils ont trouvé des propriétés assez remarquables. Et pour une fois, la science est allée assez vite, puisqu'on a su nous approprier ces innovations pour les transférer dans le domaine du traitement de l'eau. Ça n'a pas été facile, mais je dirais que quand on regarde la période entre les premiers essais de laboratoire et aujourd'hui, je pense qu'on est quand même relativement performant, et je pense qu'on n'est pas les seuls. Et à travers le monde, je pense que les gens vont de plus en plus vite dans le développement des nouvelles technologies. Bon, c'est aussi dû au fait qu'on a aujourd'hui des outils d'analyse, etc., de séquençage, etc., qui nous permettent de mieux comprendre le cycle et le fonctionnement de ces petites bêtes. Bon, de quoi il s'agit? Donc, si on reprend le cycle de l'azote, je fais un petit schéma, là, je pense que tout le monde connaît à peu près ce schéma, sur le cycle de la nitrification et de la dénitrification, ça c'est le cycle complet de l'azote. Bon, on voyait bien que quand on regarde, bon, dans un premier temps, quand on fait une nitrification, bon, on a une consommation d'oxygène qui est assez importante. On passe par les nitrites et ensuite les nitrates.
Et ensuite, une fois qu'on a produit ces nitrates, eh ben, il nous faut dénitrifier, hein, pour ensuite arriver à l'azote ON2. Voilà. Et cette dénitrification, bah, elle nécessite soit de la DCO, hein, du carbone soluble, s'il y en a de disponible dans les eaux, ce qui n'est pas toujours le cas, soit de rajouter une source de carbone. Bien souvent, nous utilisons le méthanol. Et là, je ne vous dis pas l'empreinte carbone du système. Alors là, c'est catastrophique, sans parler de l'aspect économique de la chose. C'est aujourd'hui, voilà ce qui se passe sur une usine lorsque l'on veut faire de la nit-dénite biologique. Eh bien, si on fait appel à ces petites bêtes qui s'appellent les anamox, donc notre procédé, c'est Anitamox, hein, c'est le procédé commercial, c'est non commercial du procédé. Hein, voilà. Et bien, tout simplement, si vous voyez sur ce graphique, à nouveau, je vais essayer de vous voyez bien là le cycle. L'intérêt, c'est que ces bactéries, elles ont besoin de nitrite, d'ammoniac. Elles vont assimiler l'ensemble pour aller directement vers le N2. Donc tout de suite, l'économie, hein, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un grand scientifique ou un grand ingénieur pour tout de suite comprendre qu'on arrive à faire une économie substantielle sur la consommation d'O2. D'accord ? Puisqu'il ne nous faut que 40% de ce qu'il aurait fallu, hein, puisqu'on s'arrête au nitrite, on ne va pas jusqu'au nitrate. On garde 45% de l'ammoniac, puisqu'elles ont besoin de l'ammoniac. Donc on n'a pas besoin de transformer tout cet ammoniac là, qui était à l'origine transformé en nitrate. Et ensuite, bah, elles n'ont pas besoin de DCO, ni de carbone. Alors ça, c'est remarquable, hein, puisqu'on va directement j'irai quelque part de l'ammoniac au N2. Alors elles produisent un petit peu de nitrate, hein, ça c'est inhérent au process. C'est inhérent au process, c'est aux alentours de 11%. Bon, voilà. Ça, bien sûr, ça ne vous permettra pas d'aller vers des niveaux de rejet de type NGL, etc. Mais ça vous permet quand même d'éliminer, je dirais, 90% de la pollution azotée à un coût qui défie toute concurrence. Voilà. Alors ensuite, ces petites bêtes, vous me direz que bon, c'est très intéressant, comment on fait pour les avoir et comment ça fonctionne. Alors il faut quand même savoir que c'est des petites bêtes qui sont assez capricieuses. Hein. Elles prennent entre 10 et 15 jours à se reproduire, ce qui est relativement long. Hein. Donc il vaut mieux les... Elles aiment bien la chaleur, il faut les mettre au chaud. Voilà. Elles n'aiment pas beaucoup la concurrence, donc il faut un peu les préserver de l'oxygène. Voilà. Puis à part ça, tout va bien. Donc nous, pour essayer de contourner un petit peu tous ces problématiques, on s'est dit, on va essayer de faire en sorte qu'elles se sentent bien dans notre milieu. Et on a fait en sorte qu'elles s'attachent dans un média, un support plastique quelconque, hein, qu'on retrouve dans les procédés MBBR. D'ailleurs, là, vous avez le schéma d'un procédé MBBR. Bon, comment ça se passe? Et donc, en fait, on arrive à avoir ce support, et sur ce support, vous avez multicouches de biofilms, sur lesquelles les réactions biologiques se font. Hein. Donc, vous voyez bien, hein, l'ammoniac qui va pénétrer dans la première épaisseur du biofilm, avec l'oxygène qui va diffuser. Et ensuite, on va avoir nos nitrites qui vont ensuite pénétrer dans la deuxième couche où on aura nos bactéries anamox qui sont bien au chaud, bien protégées de la concurrence. Parce que, voilà. Et ça, c'est un peu l'intérêt de maintenir le système à l'équilibre. Et de fait, pour ceux qui ne connaissent pas les procédés MBBR, on a des supports. Là, j'ai montré une image du type de support. Hein, vous voyez bien ces petites bêtes. Elles ont la particularité, j'ai oublié de le dire, d'être rouges. Alors c'est assez joli, hein, parce qu'on voit un rouge vif en surface, c'est assez sympa. Et donc on les met dans ces réacteurs avec une grille pour éviter de les perdre. Alors vous avez bien compris qu'une fois qu'on a développé cette activité, la première des choses c'est d'éviter de la perdre, hein, parce que on ne va pas attendre à chaque fois un mois pour redévelopper l'activité. Voilà. D'où l'idée de maintenir ces bactéries sur un support bien au chaud. Voilà. Ça, c'est un petit peu pour le principe général. Alors, je ne dis pas qu'il y a d'autres procédés hein, où les gens développent en culture libre, hein, donc ça granule. Voilà. Bon, nous, on a fait ce choix. Il vaut ce qu'il vaut. Voilà. Alors, en résumé, on peut dire qu'avec ces bactéries, on a à peu près entre 50 et 60% d'économie sur l'oxygène lorsqu'on est dans un système classique de dénitrification. Nécessite pas de source de carbone, comme je l'ai dit tout à l'heure. Autre avantage, elle n'a pas besoin de consommer d'alcalinité. Bon, ça, pour les spécialistes, c'est généralement, quand on nitrifie, on a besoin ça consomme l'alcalinité de l'eau. Et parfois, sur certaines eaux, on est aussi en déficit de. Bon,
Là, on a un dernier avantage. Et puis, ça, je le rappellerai aussi, on ne dit pas assez, c'est que ça ne produit pas de boue, ou beaucoup moins de boue, quoi. C'est aussi un sujet, hein, puisque les boues, ça reste aussi une problématique pour nous, traiteurs d'eau. Voilà. Après, d'un point de vue pratique, vous me direz, bon, ça met 15 jours à se développer, comment est-ce qu'on fait pour démarrer une usine? Comment vous procédez? Puisque finalement, ces bactéries, elles n'existent pas dans la nature de manière spontanée, hein, contrairement à ce qu'on a l'habitude, nous, de faire en démarrage d'usine, hein, on se met dans les bonnes conditions et puis on laisse la nature faire, et puis un beau jour apparaissent des bactéries nitrifiantes, des bactéries du carbone, etc. Là, ce n'est pas le cas. Là, il faut les apporter, il faut les amener. Hein, vous pourrez toujours essayer de cultiver ça dans votre coin en amenant l'azote et tout ce qu'il faut d'air, etc., vous n'aurez jamais de bactéries anamox, c'est clair. Ça, il faut aller trouver la souche quelque part et puis la mettre bien au chaud. Alors là, je voulais vous présenter, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé ce qu'on appelle une bioferme. Voilà. Donc cette bioferme se trouve en Suède, voilà, c'est en Suède, et nous cultivons à partir d'une souche de démarrage, nous cultivons des médias ensemencés. Et ça nous permet, lorsqu'on démarre une nouvelle usine, d'importer une fraction de ce média, on prend à peu près 10%, hein, qu'on met dans le nouveau bassin de la nouvelle usine. Et ensuite, par contre, en mettant les bonnes conditions opératoires, tout le reste des médias qui ne sont pas, eux, ensemencés, vont commencer à s'ensemencer. On aura tout le bassin, les médias qui seront totalement recouverts de bactéries anamox. Je dirais que ça, c'est aussi une des contraintes. Du système, mais ça marche très très bien. Hein. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'installations, on procède de la sorte, et puis après, quand vous avez plusieurs installations, vous pouvez en prendre un endroit et puis les remettre sur des installations neuves. Ça, c'est pour toute la partie démarrage de l'usine, hein. Ça, c'est contrainte, mais ça marche relativement bien. Voilà. Aujourd'hui, attendez, j'ai fait... hop, voilà. Aujourd'hui, les premières applications qu'on a développées à partir de ces bactéries anamox, hein, comme je vous disais tout à l'heure, hein, ce sont des bactéries qui n'aiment pas beaucoup la concurrence, hein, en particulier si une eau est trop chargée en carbone, généralement, vous aurez plutôt des bactéries dites hétérotrophes qui vont se développer au détriment de ces bactéries. Elles n'aiment pas trop les effluents trop froids. Hein, voilà. Et donc, ce qui vient tout de suite à l'idée, c'est de dire « Ah, mais les retours de digesteurs, on a exactement le bon profil, le bon candidat, puisqu'on a un effluent qui est généralement à 30 degrés, qui a très peu de carbone organique soluble et qui est en revanche très riche en azote ammoniacal. Donc comme on disait tout à l'heure ou ce matin, je ne sais plus, attention au retour, hein, puisque la méthanisation c'est très très bien, mais il y a quand même des effets un peu secondaires de la méthanisation, c'est que on se retrouve quand même avec des retours d'azote sur la file eau, qui peuvent représenter entre 15 et 20% de l'azote que peut recevoir l'usine. Alors, si ça n'a pas été prévu au démarrage, ça peut poser un problème. Et combien même ça aurait été prévu, il faut quand même se poser la question, se dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup de traiter cet azote, avec encore une fois un coût énergétique, voire même un surcoût de consommation de méthanol, alors qu'on peut directement le traiter sur les retours, voilà. Et c'est ce qu'on s'est proposé de faire avec ces bactéries. Et là, aujourd'hui, je peux vous dire qu'il existe à peu près une quinzaine de références sur le traitement des retours. Hein. Alors, ça, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un grand intérêt, puisque aujourd'hui, il y a énormément d'usines qui existent déjà, qui veulent s'équiper de méthaniseurs, mais qui n'ont pas prédimensionné la file eau pour. Donc, en rajoutant un petit bassin, ils arrivent à résoudre leurs problèmes. Hein. Ça, c'est clair. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle à vous dire. On parlait d'innovation. Il n'y a aucune référence en France. Hein. Ah oui, ça, il faut quand même le dire. Hein. J'insiste là-dessus. On est innovant. On était l'école de l'eau et tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune référence de ce procédé en France. Hein. On en a vendu une quinzaine, essentiellement aux États-Unis et dans les pays du Nord. Alors, on n'est pas les seuls à proposer cette technologie. Il doit exister une quarantaine de références à travers le monde, mais j'aime quand même le dire, on a toujours été... Moi, j'ai eu l'habitude, j'ai un certain passé dans la boutique, j'ai quand même pour habitude de présenter des innovations en disant souvent, vous voyez, en France, on est à la pointe, tel procédé, il y a tant de références, et il se trouve que là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'espère qu'il y en aura bientôt. Hein. Voilà. Alors, il y a peut-être une explication à ça. Hein. Peut-être...
Fait de dire que sur la méthanisation, on n'est pas très très en avance non plus, hein, donc ceci explique peut-être cela, hein, je pense. Voilà. Alors, une minute. Oui. La dernière application qu'on envisage, mais alors là on est dans le stade de l'innovation et de la recherche, hein, c'est ce qu'on appelle le mainstream. C'est de voir si on ne peut pas dupliquer ces technologies carrément dans le traitement de la file eau. Dans le traitement de la file eau, car voilà, on pourrait envisager demain des filières où on va chercher à maximiser la production de biogaz, hein, donc d'énergie. Pour cela, on mettrait des procédés dits à forte charge, hein, alors soit des USB, des biofiltres, etc., pour récupérer un maximum de boue très chargée en matière organique, donc dont le potentiel méthanogène soit très très important. Voilà. Et de ce fait, cette première étape où on aurait éliminé le carbone nous permettrait d'envisager de mettre ces bactéries anamox et ce procédé anitamox en série pour ensuite affiner, pour ensuite simplement affiner l'élimination de l'azote et de l'ammoniac et des nitrates. Et bien entendu, on aurait le traitement de l'azote sur les retours. Ça, c'est un petit peu notre vision un peu du futur. Voilà. Et juste pour terminer, là, parce que je pense que j'ai pris mon temps de parole, voilà, c'est juste pour terminer des courbes, hein, c'est la seule courbe que vous aurez à voir, c'est qu'aujourd'hui on est en train d'expérimenter une étude pilote selon le schéma que je vous ai montré précédemment, et on a des résultats qui sont très 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 prometteurs, mais ça, bon, je pense que je pourrais vous en parler une autre fois, j'imagine. Hein, un autre séminaire. D'accord. Voilà. Je vous remercie. Merci, monsieur.